Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Même si au cours de ces dernières années, la Chine avait réussi à se hisser en haut du podium algérien en termes d'échanges économiques, contre l'argent des hydrocarbures coulés à flot sur le marché, ou dans le bazar, devrais-je dire, la France restait néanmoins, pour l'Algérie, l'incontournable et le plus important partenaire international. Et pas seulement en termes de commerce. D'autres critères entrent en considération. Coopération tout azimut, tout particulièrement sécuritaire, géostratégique et même touristique, puisque les presque seuls touristes étrangers qui passent leurs vacances dans ce pays viennent de France. En fait, des Franco-Algériens et des Algériens résidant en France, et que l'Algérie comptabilise comme touristes étrangers pour les besoins de la propagande statistique. Il y a surtout cette très étrange et très hermétique relation entre les deux États dont la presse des deux pays ne dit presque rien. Une relation dont on ne comprend ni les ressorts cachés, ni les motivations non dites, ni cette réelle connivence qui fonde une sorte de consensus, voire même le socle sur lequel repose tout le régime algérien. Des faits sont là qui montrent que les relations algéro-françaises sont loin d'être anodines. Il est aujourd'hui patenté que le coup d'État de 1992 n'a eu lieu que parce qu'il y a eu un feu vert du chef de l'État français de l'époque, M. François Mitterrand, qui ne voulait pas d'une mouvance islamiste au sein du pouvoir algérien. Les événements tragiques qui succédèrent au coup de force de la junte contre le choix des Algériens ne purent se dérouler qu'à huis clos, quasiment, que parce que les pouvoirs français avaient fait en sorte que la junte puisse mater la rébellion sans que quiconque ne puisse l'interpeller sur ses exactions, sur les carnages de masse, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, le pillage systématique, le blanchiment de sommes colossales par des barons du régime en France même, où ils sont très nombreux à posséder des biens, des résidences, où ils disposent de facilitations en tout genre pour faire de bonnes affaires, toujours en lien avec l'Algérie, bien sûr. Des lobbies à la dévotion du régime algérien fleurissent en France, qui sont généralement arrosés pour veiller au grain, surveiller la presse française, la convaincre d'éviter les sujets qui fâchent. Et en force d'appoint, à la périphérie des centres névralgiques, une infinité de pompes afriques qui se sustentent à la manne algérienne. Bureaux d'études, experts en tout genre, consulting, autant de clientèle de fait qui constituent les lobbies naturellement acquis au régime qui les arrosent de façon tout à fait légale. D'autres pratiques procèdent de cette logique lobbyiste, financement par le régime algérien de campagnes électorales, arrosage de journaux en rente publicitaire, contrats avantageux concédés aux proches de certaines personnalités, etc., etc. Et c'est ainsi que de fil en aiguille se sont nouées des relations très ambiguës, très glauques entre les uns et les autres. Et c'est ainsi que le régime algérien est devenu une sorte de protégé qu'il fallait mettre à l'abri des révélations gênantes. Même quand le président Bouteflika se présenta à un 4e mandat, alors qu'il était dans la plus totale incapacité de finir son 4e mandat seulement, son 3e mandat seulement, la presse française passa l'événement
à la trappe, blackout total, qui montrait à l'évidence que la couverture de l'actualité algérienne n'était pas souhaitable, a fortiori qu'elle n'intéresse pas beaucoup l'opinion française. Et c'est ainsi qu'à un moment où la santé du président Bouteflika devenait un sujet presque cocasse pour les Algériens, qui ne savaient plus s'ils devaient en rire ou en pleurer, le président français se déplaça en Algérie, où il rencontra son homologue algérien, et écoutez ce qu'il dit après l'entretien. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. L'élection d'Emmanuel Macron tombait, malheureusement pour les deux partis, avec une conjoncture algérienne qui s'était particulièrement dégradée. La manne financière s'était asséchée, les lobbies du régime en France ne parvenaient plus à faire tourner la machine, encore moins à brouiller la visibilité sur les très sombres perspectives qui s'annonçaient à l'horizon. Tout le monde convient aujourd'hui, en France, que si la situation dégénère en Algérie, un tsunami migratoire déferlerait sur la France, en plus de toutes les conséquences que l'explosion du pays entraînerait sur les aspects sécuritaires, géostratégiques et économiques de la France. Tout le monde se rend compte à présent que les politiques à court terme de la France, qui se justifiaient par cette bien commode raison d'État, se sont révélées catastrophiques. Et c'est un peu dans cette ambiance-là de sinistre annoncé que la presse française semble se réveiller enfin. Aujourd'hui. Le Figaro. L'Algérie paralysée par le règne sans fin de Bouteflika, par Thierry Oberlé. Le Figaro. Le crépuscule algérien d'Abdelaziz Bouteflika, par Thierry Oberlé. Le Monde. À Oran, les diplômés prennent le large, par Zahra Chenaoui. Algérie, la presse française se réveille. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir Saïd Aknin, analyste politique, militant. Merci d'être avec nous, Saïd. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs, merci pour l'invitation. Merci. Au téléphone, nous aurons Nordine Bahbouh, ex-ministre algérien et président du parti UFDS, et Farhat Ait Ali, expert financier. Nordine Bahbouh, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie, c'est Jamal, et bonsoir à tous nos amis de Maghrébia et à vos invités. Merci. Alors, Nordine Bahbouh, donc après de si longues années où la presse française ne faisait pratiquement état de rien, quel que soit le niveau des scandales, quel que soit le niveau des périls, quel que soit le niveau des turpitudes, des frasques du régime, dont de très nombreux hauts commis de l'État, etc., se trouvent en France où ils ont des résidences, des biens, des propriétés. Donc la presse ne disait rien, la presse française, au prétexte que l'opinion publique française ne s'intéresse pas tellement à l'Algérie, à ce qui s'y passe, et que la presse, la vocation de la presse est d'informer les lecteurs sur les sujets qui les intéressent. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de ce brutal réveil de la presse française qui commence à parler très sérieusement de sujets algériens très sérieux? Bonsoir d'abord, c'est Jamal, et merci pour l'invitation. Merci, bonsoir. D'abord, il faut revenir à une certaine évidence. La première évidence, c'est qu'en France, le pouvoir a changé de main. Vous avez une nouvelle équipe qui gouverne le pays, vous avez un nouveau président qui a été élu de manière avec une très grande légitimité. Il n'a plus les mêmes accros, il n'a même plus les mêmes approches que les présidents qui ont gouverné la France par le passé. Donc ça, c'est l'élément fondamental.
Le deuxième élément, quoi qu'on dise de la France, quoi qu'on parle de la France aujourd'hui, avec son président, ne cherche que ses intérêts. Et c'est tout à fait normal, des intérêts qui sont bâtis sur et un discours politique clair, une position politique étrangère et nationale très claire, avec un discours qui est clair et sans aucune démagogie. Mené en Algérie ou à l'étranger, quel que soit le truc, le discours aujourd'hui de Macron, du président français Macron, est, disons-le, est très cohérent. Ce qui signifie en total terme qu'ils ont une autre vision de l'Algérie et ils ont une autre approche de l'Algérie. Ce n'est plus, il le dit d'ailleurs le président français, il le dit, et c'est une approche. Et les médias, ce sont des médias qui sont, quoi qu'on dise, quelle que soit la liberté de la presse et de censure, les médias aussi sont gérés par les partis du fond du pouvoir, sont gérés par les positions, sont gérés, et ils sont d'abord pour la défense de l'intérêt de leur pays. Ayant vu que le discours politique, ou ayant constaté que le discours politique de la France a changé, c'est tout à fait normal que la France s'y mette et la presse française s'y mette. Je crois qu'ils ont des constats clairs. Ils connaissent très très bien le pouvoir algérien. Ils connaissent très très bien les méandres du pouvoir algérien. Et tout cela leur permet, bien entendu, avec l'approche des nouvelles échéances qui sont très proches des échéances présidentielles prochaines, ça veut dire 2019, tout en sachant que tout se prépare en Algérie, la France commence à s'y mettre et la presse française commence à s'y mettre. La preuve en est, c'est que chaque fois, maintenant, lorsqu'on dit toute la presse, on commence à parler d'un pouvoir, d'un État qui est gelé, d'un État qui ne fonctionne pas très bien, de beaucoup d'interrogations. Ça n'a jamais existé par le passé parce que leurs intérêts étaient bien défendus par le passé et avec le pouvoir qui existait par le passé. Restez avec nous, Nordine Bahboul. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons faire un petit tour de micro. Farhat Aït-Ali, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Jamal. Bonsoir. Farhat Aït-Ali, donc voilà, Monsieur Nordine Bahboul, ex-ministre, qui nous dit que c'est normal que la France puisse adopter une telle attitude, puisqu'il est toujours question d'intérêt pour les États qui n'ont pas d'état d'âme, qui s'occupent de leur peuple, de leurs propres intérêts. Vous pensez qu'il est de l'intérêt de la France à ne réagir et à ne penser qu'à court terme, à ne pas essayer de voir un peu loin ce qui pourrait se passer si demain l'Algérie, si la situation dégénère en Algérie? Moi aussi, Jamal, la France n'est pas un pays comme un autre vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'ils sont quand même plus ou moins engagés pour le dossier algérien, ne serait-ce que par la communauté algérienne présente en France. Et ils ont des intérêts économiques comme tous les autres, mais ils ont un peu plus que des intérêts. Ils sont plus ou moins concernés par le dossier algérien. Surtout que la partie algérienne, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, ou même le citoyen que tout le monde dit de la France comme étant ennemi d'hier, tout le monde est plus ou moins enclin à les soutenir d'une manière ou d'une autre pour intervenir dans le dossier algérien. Et ça, c'est une autorisation tacite aux autorités françaises et aussi à la presse française de s'impliquer dans le dossier algérien, dans les événements éventuels qui pourraient se dérouler en Algérie. Maintenant, pour le court terme, moi j'en ai parlé à des hommes d'affaires français, ils m'ont donné un langage qui tient la bouche. Est-ce que les Algériens raisonnent à long terme? Alors, ils raisonnent à court terme. Donc, à partir du moment où les intéressés raisonnent à court terme, il est difficile d'avoir avec eux une logique de long terme. Même si je pense que les Français ont quand même un petit calcul à long terme. Hein. Mais bon, ils vont pas le mettre sur la table devant des gens qui, de toute façon, changent d'avis toutes les 10 minutes chez eux et entre eux. Farhat Aït-Ali, au sujet de ce qu'est en train d'affirmer la presse française maintenant, de plus en plus fort, au sujet de l'état de santé du président, où ils nous apprennent de façon très spectaculaire, j'allais dire,
ce que nous savions déjà, un secret de polichinelle, des Algériens qui tous savent que le président ne gouverne pas, qui tous savent qu'il n'est pas aux affaires, que tous savent qu'il n'est plus qu'une façade institutionnelle pour des gens qui dirigent en son nom. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de nouveau, le fait que la presse française le déclare aussi publiquement, aussi fortement? Au contraire, ça n'apporte rien de spécial. De toute façon, moi personnellement, je ne suis pas aussi sûr que la presse française que le président est aussi malade et qu'il n'intervient pas dans les affaires de l'État. Parce qu'être malade, c'est une chose. Pouvoir plutôt intervenir dans les affaires de l'État, ce n'est pas évident. Il peut intervenir même sporadiquement et même négativement. Maintenant que la presse française s'intéresse à l'état de santé du président algérien, alors que cet état de santé, du moins visiblement, il date de 2013, et que les dossiers médicaux sont chez eux de toute façon. Alors, c'était le Val-de-Grâce qui a géré ce dossier depuis 2005. C'est un petit peu pour faire monter la mayonnaise en matière de chantage politique local. Peut-être qu'ils ont été instruits pour s'impliquer dans les luttes de clans au profit d'un clan quelconque ou au profit d'un scénario quelconque. Oui, mais les autorités politiques françaises disent qu'en termes de, pour ce qui est de la santé du président, qui s'est fait soigner à Val-de-Grâce, à Grenoble et aux Invalides, que ça relève du secret médical et qu'ils ne sont pas tenus informés de son véritable état. Et par ailleurs, ils nous disent non, mais François Hollande l'a rencontré, il a parlé avec lui, il a fait montre d'une grande alacrité. De toute façon, le Drian, il a dit exactement la même chose à quelques mois près que Hollande récemment. Le président Macron n'a rien dit là-dessus, mais apparemment, il a laissé à le Drian le soin d'entretenir ce scénario. Absolument. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que l'Algérie soit le seul pays au monde dont les gens s'intéressent à la santé du président et se croient obligés de donner une sorte de bulletin médical du président. C'est du jamais vu. On va visiter un pays et on se croit obligé ou on se sent obligé d'affirmer à son propre peuple que leur président il est en bonne santé. C'est curieux quand même. Oui, en effet. On n'aura pas demandé quel était l'état de santé du président. Moi, personnellement, son état de santé ne m'intéresse pas. Restez avec nous. Il est président, il n'a jamais réellement gouverné. Restez avec nous, Farhat Aitali, je reviens à vous dans un moment. Saïda Knin, d'abord, une nouvelle qui vient de tomber. Hier et aujourd'hui, certains journaux ont affirmé que Ouyahia n'a pas présenté d'excuses à l'Arabie Saoudite, que c'est faux, que c'était un canular, un fake, un hoax, tout ce qu'on veut. Maintenant, à l'instant, Ouyahia vient de confirmer qu'il a bel et bien présenté ses excuses à l'Arabie Saoudite ou à la Saoudie. Alors, sinon, au sujet de ce réveil de la presse française sur la question algérienne, sur ce qui s'y passe, sur les scandales, sur l'état de santé du président, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Rebonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux deux invités, honorables invités. Je ne peux pas aborder la question de la presse sans pour autant d'abord rendre hommage et m'incliner devant la mémoire de d'Yves Courrière, l'un des journalistes talentueux qui y avait fait son travail avec abnégation, dévouement et surtout déontologie pour faire parvenir la véritable information auprès des Algériens. Et qui a écrit les fameux livres en 4 parties sur la guerre d'Algérie. Exactement. Ouais. Dans le même sillage, il faisait partie des porteurs de valises de l'information. Parce qu'il y avait les porteurs de valises qui aidaient pour pouvoir libérer l'Algérie, mais aussi il y avait d'autres qui étaient porteurs de valises. Durant les années 90, que vous avez évoqué avec brio dans votre introduction, vous qui êtes un ciseleur des mots et un orfèvre d'essence. Merci. Vous l'avez si bien développé, durant les années 90, rares étaient les voix, si ce n'était le journal Libération sous
Serge Julie, qui était directeur de rédaction. Oui, il y avait José Garçon. Il y Exactement. avait Jean-Baptiste Rivoire. Exactement. Il y avait Lounis Agoun. Exactement. Certains journalistes français Et ont Florence beaucoup fait dans l'information. Et Florence Obena. Florence Obena, oui. Mais surtout José Garçon. José Garçon. Et Jean-Baptiste Rivoire. Jean-Baptiste Rivoire, qui a d'ailleurs coécrit avec Lounis Agoun, France-Algérie. La France-Algérie. Un livre, d'ailleurs, magnifique. qui a été quasiment, j'allais dire, ostracisé. Tout à fait. Ouais. Durant ces années 200, je dirais que certaines presses, sous l'impulsion du philosophe Dusson, écrivaient avec le sang et les larmes. Il y avait une autre presse qui voulait écrire justement avec les fleurs et le printemps. Celle qui écrivait avec les fleurs et le printemps, c'est celle qui disait la vérité. C'est celle qui ne voulait pas à ce qu'un pays sombre. C'est celle qui ne voulait pas à ce qu'un pays soit offert à la horde d'une caste qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à spolier les richesses du pays. Et pourquoi je fais ce prélude? Parce que il y a des relations très dangereuses entre la presse et la France-Algérie. Au-delà du fait que la presse est soumise à l'ordre de l'oligarchie, on sait que l'argent est le nerf de la guerre. Au-delà d'un certain nombre de faits, de musellements de cette presse, il y a tout de même des hommes et des femmes, y compris dans ces organes, y compris sous cette impulsion, qui continuent à écrire de belles choses et à dire la vérité, à chercher l'information pour pouvoir la ramener à bon escient. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, pourquoi cette presse et pourquoi qu'on parle maintenant et pourquoi c'est la France-Algérie? Parce qu'entre ces deux pays, il y a ce qu'appelle Mohamed Harbi la sociologie France-Algérie. Cette sociologie est composée, les téléspectateurs doivent savoir aujourd'hui que parmi les 700 ministres qu'a connu l'Algérie, 500 vivent ici en France. Que parmi tous les walis qu'a connu l'Algérie, il y a des dizaines de walis qui vivent ici en France. Que parmi les officiers supérieurs, il y a des centaines d'officiers supérieurs qui vivent ici en France. Il y a des milliers de hauts cadres d'État qui vivent ici en France. C'est-à-dire, en France, il y a 2 collèges d'émigration algérienne. Il y a le premier collège, c'est ceux de l'Algérie d'en bas. Il y a le deuxième collège, c'est ceux d'Algérie d'en haut. Enfin, l'inverse. Le premier collège, c'est ceux d'Algérie d'en haut. D'en haut, oui, exact. Ouais. Et le deuxième collège, c'est ceux d'Algérie en bas, comme quoi la politique coloniale continue, y compris au niveau de l'immigration. Pourquoi qu'on les a qualifiés et pourquoi qu'on les a acceptés du premier collège? C'est la question qui se pose. Parce que quand ils étaient venus armes et bagages, avec surtout beaucoup de moyens pour pouvoir investir et enrichir une économie. Voici ça, c'est une réalité et une vérité immuable. Ça, c'est un élément. Les intérêts qu'il y a entre les deux pays font que, au-delà de l'aspect formel, au-delà de l'aspect officiel, au-delà des relations qu'on voit, regardons l'abysse pour pouvoir, les abysses pour pouvoir mieux voir. Mais je vous arrête juste sur un point, Saïd, au sujet de certains grands commis de l'État algérien, grands serviteurs de l'État. Moi, j'en connais personnellement. Il y a parmi eux d'ex-ministres, d'ex-grands commis de l'État, d'ex-grands gestionnaires qui sont là, mais qui vivent de leur retraite, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas pillé. Ça, je le confirme. Toute généralité est fausse par définition. Oui. Mais on sait, y compris dans les ex-sécuritaires de la France, il y a certains qui servent aujourd'hui de courtiers de l'ombre pour pouvoir faciliter... Vous voulez dire d'ex-sécuritaires français? Français, oui, qui servent de courtiers de l'ombre pour pouvoir faciliter un certain nombre de marchandages, d'affairisme. C'est pour cette raison qu'il y a cette liaison dangereuse entre la presse et la France-Algérie. Il y a une liaison incestueuse entre le tout sécuritaire et la France-Algérie. Il y a une liaison mafieuse entre les milieux économiques et la France-Algérie. Il y a une liaison oligarchique entre les cartels et la France-Algérie. Voici la réalité. C'est ce qu'on ne voit pas, comme disait d'ailleurs Albert Camus. Qu'est-ce que vous voulez dire par cartel? Les cartels, ce sont ces hommes, ces femmes qui sont à la périphérie des administrations, des ministères,
des centres stratégiques qui sont là à bénéficier de facilités pour pouvoir investir, entre guillemets, ou repatrier, en d'autres termes, l'argent dans d'autres pays. Mais à d'autres niveaux, quand on achète 3 pages pendant le 4e mandat, on achète 3 pages, n'est-elle pas une autre forme de corruption tacite? N'est-elle pas une autre forme de graisser la pâte Qui a acheté 3 pages? C'est Bouteflika qui a acheté 3 pages pour faire un reportage médiatique. Un publi-reportage. Un publi-reportage sur ses réalisations de surcroît pendant les je ne sais pas combien d'années de son règne despotique. Là, à ce niveau, il y a aussi à d'autres niveaux des cabinets de consulting, des cabinets d'avocats, d'autres affairistes dont on ne sait les ni pompes qualifier. Afrique. Les pompes Afrique, tout à fait. Ouais. Ces pompes Afrique, qu'on leur recommande parfois un certain nombre de travaux, qui d'autres fois finissent dans des tiroirs, qui ne servent absolument à rien, qu'on paye super cher et qui ne servent C'est très absolument intéressant, Saïd. Maintenant, C'est très intéressant. Je veux juste préciser que ces pompes Afrique dont vous parlez, en fait, ce sont d'ex-personnalités politiques ou des personnalités politiques qui ont à côté des cabinets d'avocats ou d'expertise ou de consulting, à qui on commande des études, soi-disant, qu'on paye très cher, mais ces études ne sont jamais utilisées. Elles vont directement dans les archives. C'est une façon de corrompre les gens d'une façon tu sais, polie, j'allais dire. Jamaldine Albert Camus dit Oui. un journal libre se mesure autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont dites que hier, elles ne se disaient pas. Je mesure autant aux choses qu'il dit qu'à celles qu'il ne dit pas. Exactement. C'est très vrai, ça. Tout à l'heure, vous m'avez offert un livre. Je vous en remercie. Il commence comment? Dans l'introduction, il commence ainsi. Il est des livres qui doivent longtemps patienter à la porte du sérail avant d'être acceptés ou tout simplement reconnus. Il est des vérités qui aussi doivent longtemps patienter à la porte du sérail avant qu'elles soient admises et qu'elles soient reconnues. Saïd, merci beaucoup. Restez avec nous. Nordine Behbouh, qu'est-ce que ce réveil de la presse française pour les questions algériennes signifie, à votre avis? C'est un changement de politique qui s'annonce? À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui explique ceci? D'abord, si jamais je me permets un tout petit peu de faire un petit commentaire sur ce que je viens d'entendre maintenant, qui sont peut-être des propos un peu trop durs. Parler qu'il y a 500 ministres qui vivent en France, parler de milliers de cadres qui vivent en France. Je pense que c'est un peu trop c'est abusif, je le dis franchement. Moi, je connais des centaines de ministres qui vivent en Algérie, qui vivent de leur retraite. Je connais des milliers de cadres qui ont géré des grandes sociétés. La preuve en est, vous avez Farhat Aït-Ali qui est là. Vous en avez des trucs. Ça, c'est un peu trop exagéré de faire des propos et de commenter les trucs. Mais Nordine Behbouh, je me permets juste d'apporter ma propre précision. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que sur les 700 ministres algériens depuis l'indépendance, il y en a à peu près 500 qui se sont installés en France avec leur famille et beaucoup sont décédés. Mais il y en a eu 500 qui se sont installés en France, seulement en France. Écoutez. C'est Jamal. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux... Vous savez, les voyages entre la France et l'Algérie, les voyages entre la France et le monde entier, ça existe. Mais moi, je connais aussi plus de 400 ministres qui vivent ici en Algérie, qui sont... Maintenant, s'ils voyagent à droite et à gauche, c'est leur droit le plus légitime. Autre chose, il ne faut pas aussi jeter tout de suite l'anathème sur tout le monde, à droite et à gauche. Il y a des positions politiques, nous sommes les premiers à l'aider. C'est pas facile d'être à l'étranger, commencer à discuter du pouvoir. Venir en Algérie et commencer à parler de l'Algérie et du pouvoir. Ce n'est pas en restant en France, on commence à faire des commentaires à droite et à gauche, d'intellectuels de salon. Vous voulez qu'on fasse comme Tamalt? Vous voulez qu'on fasse comme Tamalt? Ceux qui sont en train de défendre l'Algérie sont ici. Oui, mais Nordine Behbouh, vous voulez qu'on fasse comme Tamalt? On lui a dit de rentrer en Algérie pour le tuer. Et il rentre comme Tamalt. C'est ça. S'il faut mourir pour le pays, il faut mourir pour le pays. Voilà ce que je dis, moi, tout simplement. Bon, revenons aux choses essentielles et qui sont les plus importantes, mais je pense que des déclarations abusives, exagérées, il faut quand même... Ah, c'est vous qui le dites, Nordine Behbouh. C'est vous qui considérez qu'elles sont abusives, c'est vous? Oui, je laissons les téléspectateurs
Laissons les téléspectateurs apprécier. Il n'y a plus de responsables en Algérie. Neskoul Sarraqin, Neskoul Bandia, Neskoul Kharjin Trik, c'est ce que j'entends. Et on se pavane au bord de la Seine. Ça, on l'a entendu à plusieurs reprises. On a entendu à plusieurs reprises. D'accord. Bon, revenons aux choses sérieuses. Maintenant, moi, je suis un opposant. Je m'oppose ici en Algérie et je déclare ce que je fais ici en Algérie. Voilà. Donc, revenons à votre question, Sid Jamel, et je m'excuse un tout petit peu de cette digression. Tfadal, vous avez toute l'attitude. Voilà. Maintenant, pour revenir, je vous dis tout simplement, la France défend ses intérêts. Et vouloir dire que la France ne défendra pas ses intérêts, ou n'importe quel pays qui ne défend pas ses intérêts, c'est se tromper. La France défend ses intérêts. L'Algérie doit défendre ses intérêts. Les commis de l'État, l'État algérien, le gouvernement algérien doit avoir compris de façon majeure la défense de son pays. S'il faut s'allier avec Chétan pour défendre ses intérêts, moi je suis de cet avis-là. Maintenant, quelle est la position de la France? Elle a changé. Je vous dis pourquoi elle a changé. J'ai expliqué que la position de la France, il a dit, c'est Farhat Ali, il l'a très bien dit en disant, je partage totalement, en disant que, écoutez, ils connaissent que les Algériens fonctionnent à court terme. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter en Algérie. Nous fonctionnons à court terme, nous n'avons pas de vision stratégique, nous n'avons pas une vision ni en économie, ni en politique, ni en stratégie, ni dans le relationnel d'une manière générale. Alors, nous connaissons sur cet aspect, les Français s'adaptent à la situation que vit le pays. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase disons, de préparation du 5e mandat ou bien des prochaines élections législatives. La France commence à se positionner. Moi, je pense que c'est comme ça, elle se positionne en disant, écoute, je joue cette carte et si jamais ça ne sera pas Bouteflika, j'ai déjà pris une position. Si ça sera Bouteflika, il y a un discours ambivalent. Le de notre côté, comme l'avait dit, c'est Farhat Ali, il l'avait dit d'une manière très claire en disant, écoutez, il a dit presque la même chose que Mitterrand. Donc, comment expliquez-vous, Nordin Bahboua? Donc, vous voyez, comment expliquez-vous, excusez-moi, les pays fonctionnent avec des stratégies qui sont claires, nettes et précises. Oui, mais comment expliquez-vous que M. François Hollande se déplace à Alger pour quelques heures, juste pour dire j'ai rencontré le président algérien, j'ai été étonné par la grande alacrité de cet homme qui discute des problèmes les plus complexes du monde, qu'on a parlé pendant 2 heures et demie de sujets absolument extraordinaires. Et il m'a étonné, non seulement parce qu'il a une parfaite connaissance de ce qui se passe dans son pays, mais aussi dans le monde entier. Et j'ai rarement vu un chef d'État d'une aussi grande alacrité, alors que tous les Algériens attendent depuis des années qu'ils leur disent un mot seulement. Eh bien, oui, vous l'avez bien. Écoutez, les relations et les intérêts de l'époque nécessitaient une telle prise de position. Il faut revenir à ce qu'il y avait à l'époque. Il n'y a pas de morale en politique, Nordin Bahboua. Il n'y a pas de morale en politique. Pardon? Morale. En politique, il n'y a pas de morale. Vous m'excusez, c'est Jamal, il n'y a pas de morale en politique. En politique, c'est les intérêts. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale du tout. La morale, on la laisser dehors. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas d'amitié en politique, il y a des intérêts aussi. Ni morale, ni amitié. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde. Ce n'est pas spécifique à la France, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on le veuille ou pas, donc c'est comme ça. Et restez avec nous, Nordin Bahboua, je reviens. Les intérêts de l'intérêt. Je reviens à vous dans un moment. Qu'on prenne pour ça Bouteflika. Les intérêts aujourd'hui sont autres, eh ben, on peut ne pas prendre pour ça Bouteflika. Voilà, c'est comme ça que les Français réfléchissent. Farhat Ait Ali, qu'est-ce que vous pensez de cet échange entre Nordin Bahboua et Saïd Aknin au sujet de ces grands serviteurs de l'État? Moi, personnellement, grand serviteur de l'État, je les mets en guillemets, même s'il existe de véritables grands serviteurs de l'État et de grands commis de l'État. Mais personnellement, j'abonde dans le sens de Saïd Aknin, puisque nous les connaissons, nous les voyons. Il y a un chiffre incalculable quasiment de grands serviteurs de l'État algérien qui sont là, qui ont des biens, des propriétés, des résidences, des affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Farhat Ait Ali? Écoutez, si Jamal, moi je pense que les serviteurs de l'État qui soient grands, ils sont des Algériens aussi. Les autres Algériens ont le droit
d'aller en France, ou même de se réfugier en France, et éventuellement même d'impliquer la France dans des conflits internes en Algérie. Je vois très très mal des serviteurs de l'État algérien ne pas le faire. D'accord. Mais sinon, vous aussi, vous pensez qu'il n'y a pas de morale en politique, qu'il n'y a pas de dignité et si c'est le cas, pourquoi donc a-t-on créé le mot forfaiture? Nous l'avons perdu. Saïd Aknin. Mais sans rentrer dans la polémique avec Nordin Bahbouh, nous discutons, nous parlons, nous pouvons ne pas être d'accord les uns avec les autres. Vous savez, Djemeldine, je crois que j'ai évolué dans un espace et dans des structures où on a tété la démocratie au sein de nos mères. On les a apprises dès le jeune âge. Non seulement nous acceptons l'avis de l'autre, et même quand on diverge, on milite pour qu'il ait le droit de l'exprimer. Oui. Maintenant, on peut diverger, mais à un certain moment, nous serons peut-être appelés, au nom de la patrie, au nom de cet intérêt suprême qui dépasse nos divergences, à un certain moment de chercher ce qui va nous unir. Parce que nous sommes en train de parler peut-être des hommes du passé, et d'autres fois des hommes du passé qui traînent leur passif comme un boulet. Mais à un certain moment, on sera appelé. Et il sera impératif de parler du présent et de l'avenir. On parle du présent et on parle de la presse. Maintenant, la presse française, il est vrai, il est de leur droit, il est même de leur devoir de défendre leurs intérêts. Ainsi est faite les relations internationales. Mais la presse aussi rentre dans cette logique de défendre les intérêts de son pays sans morale, sans état d'âme? La presse, normalement, elle devrait se contenter d'informer, de dire la vérité, autant que faire se peut. Nous savons que la liberté de la presse est un mythe, hein, mais un tant soit peu, disons, d'être là pour dire les choses. Et même l'intérêt de la France n'est-il pas dans une bonne relation avec les autres peuples du Sud pour pouvoir préparer un avenir plus serein, à la limite? Il est fort probable, et là j'y reviendrai tout à l'heure, que la presse et certains milieux aient pu enfin obtenir le visa à la conscience et ils ont commencé enfin à dire les choses telles qu'elles sont. J'ai été surpris en lisant l'article du Figaro. L'article du Figaro, il y avait dedans... Les articles, hein, il y a plusieurs articles. Moi, j'en ai lu deux. Non, il y en a trois. Dont un, on parle effectivement... On parle même de Saïd Bouteflika. Exactement. Ouais. En 99, on parle que Bouteflika était ramené par un cercle occulte. Oui. On parle qu'effectivement, en Algérie, il y a un pouvoir occulte. On parle effectivement qu'il y a deux collèges. On parle effectivement que le peuple est damné. On parle effectivement qu'il y a absence de démocratie. On dit aussi que Bouteflika a la plus grande longévité à la présidence. Tout à fait. C'est celui qui a réussi à atteindre presque les 20 ans. Tout à fait. Oui. Là, à mon niveau, parce qu'il y a risque qu'on se dise « Ah, Maghrebi, Saïd Aknin, Djemeldine et tout le monde valident les thèses de la main étrangère. » Surtout qu'ils sont sur les bords de la Seine ou de la Tamise. Et comme il y a une certaine forme de légitimité géographique, après avoir sillonné le pays dans les 48 wilayas, après avoir connu les montagnes et les plaines, après avoir connu la mer, le désert et les airs, après avoir connu surtout les couloirs du peuple, la misère et la souffrance dont je suis fier, aujourd'hui je n'ai aucun complexe de parler, y compris de Mars, de l'intérêt de mon pays, de défendre ma patrie. Je n'ai aucun complexe aujourd'hui de défendre l'Algérie, ici en France, si j'irai demain aux États-Unis, en Algérie et dans tous les coins de l'Algérie, et de me dire que je suis un patriote. Et ce patriote n'est pas simplement dans l'emphase des verbes ou simplement dans les salons mondains de l'Algérois, mais aussi c'est d'être aux côtés du peuple quand il souffre. Quand il a souffert dans les années 90, on était là. Quand il a souffert dans les années 70, on était là. Quand il a souffert dans les années 2000, on était là. Quand on n'est pas des convertis et des repentis de la démocratie. On est démocrates impénitents et nous l'affirmons. Merci. Alors, nous avons retrouvé Farhat Aït Ali que nous avons perdu. Farhat Aït Ali, avant de vous
rendre la parole et vous permettre de finir votre idée. Il semble que vous ayez été attaqué parce que vous dites votre avis, vos opinions sur les médias d'une façon générale. Vous pouvez nous en dire plus? Non, pas spécialement. On peut considérer ça comme un non-événement. C'est juste le président d'une petite association, elle est même méconnue du monde public, qui a estimé qu'éventuellement son association était au-dessus de toute critique. Bon, il a été un petit peu à un niveau que mais extrêmement bas, donc j'ai riposté. Mais bon, le même président d'l'association ne s'est pas gêné de considérer que s'attaquer aux prérogatives de l'Assemblée nationale du Sénat était à sa portée. Donc, il avait sollicité le président pour intervenir dans une révision de la loi Tira, qui est constitutionnellement interdite au président, sous prétexte que les deux chambres du Parlement et le gouvernement avaient nuit à la population et aux consommateurs. J'ai recadré un petit peu le débat en disant que le président n'avait pas prérogative pour réviser une loi après son passage au Parlement. Lui, il a considéré que je n'avais pas le droit de parler de son association. Ce n'est pas vraiment une attaque chimique ou de l'officine quelconque. C'est juste quelqu'un qui n'a aucune idée du droit, aucune idée même des prérogatives de sa propre association. Donc, je considère ça comme un incident de l'eau. Le niveau n'est pas vraiment à la hauteur. D'accord, mais donc au sujet de ce réveil de la presse française, vous pensez que ça peut augurer d'un changement de politique française à l'endroit du régime algérien? Globalement, non. Je ne pense pas, parce que la France n'a pas une visibilité extrêmement claire de la nature exacte du système algérien, contrairement à ce que pourraient penser certains et à ce que déclarent beaucoup d'autres, que la France a un contrôle total et qu'elle a pratiquement un certain pouvoir de décision dans la sphère politique algérienne. Il faut nuancer la chose. La France a des intérêts. Il est tout à fait sûr que des éléments du actuel pouvoir ou même de l'ancien ont des petites accointances plus proches avec les Français qu'avec d'autres puissances. Mais de là à maîtriser le jeu politique algérien, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au monde qui puisse le maîtriser, que ce soit les Français ou d'autres. C'est tout un enchevêtrement d'intérêts, je dirais, de penchants humains, et aussi de convictions. Certains impliqués dans le système, ils sont même impliqués dans le brigandage, mais ils ne sont pas forcément prêts à faire des concessions à la France assurée. Il y en a peut-être certains qui seraient prêts à le faire, mais d'autres, au sein même du système, de l'armée, ils ont une certaine allergie pratiquement aux impulsions de la France dans le jeu politique. Donc, les Français aimeraient bien se positionner, parce que c'est leur ancien arrière. Ils se positionnent à chaque fois à leur profit, mais ce n'est pas parce qu'ils ont une emprise directe. C'est parce qu'ils font justement un marquage au corps. Pratiquement la presse française, elle accepte qu'ils pourraient consacrer une campagne de 3 ou 4 ou 5 pas à l'Algérie, qu'elle soit favorable ou défavorable au régime. Ce n'est pas la presse britannique ou italienne ou américaine qui va s'impliquer dans le dossier algérien pour plus qu'un article par année. Et donc la France se sachant impliquée, sa presse s'implique directement dans le jeu algérien. Et moi je lis leurs articles, ils ne sont pas vraiment au courant de ça. C'est un truc fiable pour le jeu politique algérien. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Farhat Aïtali. Dommage que nous ne vous entendions pas très bien. Il semble qu'il y ait un problème de connexion. Nordin Bahbouh, je reviens à vous. Donc, maintenant que la presse française fait état du véritable état de santé de Bouteflika avec de plus en plus de détails, avec de plus en plus de certitudes, est-ce que vous pensez que le personnel politique français peut continuer maintenant à affirmer que le président de la République algérienne va très bien? Moi, je pense que Jamel pense qu'il a affirmé que la France peut jouer un rôle très important dans la politique algérienne ou dans les futurs choix. Ça serait
ça serait un peu trop exagéré. Je le dis tout simplement pour la simple raison qu'il nous laisse faire chaque fois. Lorsqu'il y a quelque chose, une débilité, il laisse faire la débilité. Je vous le dis tout simplement, il ne faut pas... On sait très très bien que les enjeux géostratégiques et les enjeux géopolitiques et même les intérêts sont là. La France, comme tous les pays du monde, dès que leurs intérêts sont défendus, quelle que soit la position du gouvernement, du pouvoir à l'intérieur du pouvoir algérien, ils ne s'en offusquent pas. C'est pour eux, c'est pas très préoccupant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est un positionnement qui a peut-être, qui est à la fois dans une position où ce Bouteflika sera futur candidat, ou dans le cas où Bouteflika ne sera pas candidat. Ça veut dire qu'on nous donne une vente concomitante pour le peuple algérien. On est en train la preuve, on est en train de parler au niveau de votre télévision, on est en train de parler au niveau des hommes politiques, la classe politique, la position de la France, la presse française, et ainsi de suite. On est préoccupé par cela. Alors que le véritable problème, le véritable débat qui doit se poser chez nous, c'est comment sauver notre pays. Comment construire un état de droit. Comment faire en sorte que le pays fonctionne avec des institutions légitimes. Comment les cadres du pays qui sont là éparpillés à travers le monde fonctionnent pour l'intérêt du pays. C'est ça la préoccupation qui doit nous engager tous et pour laquelle nous militons. Nous avons tous par le passé, tous on a milité par le passé. On a eu des moments difficiles, des moments très difficiles, mais mais il faut se remettre toujours à l'évidence qu'il y a une préoccupation majeure. C'est le pays qui est aujourd'hui qui risque d'avoir des sérieux problèmes. Et ce pays, il faut qu'on s'en mobilise tous, qu'on s'organise pour pouvoir le sauver et essayer au moins de bâtir un pays, des institutions qui fonctionnent. Merci Nordine Bahbouh. Saïd Dakline, il nous reste environ 3 minutes. Alors, vous pensez que ça va changer? Parce que vous savez, si la presse française, surtout la presse française, se met à parler des véritables scandales, ce qui se passe en Algérie, ça pourrait sérieusement changer les choses, à mon avis du moins. On va partir d'un élément fondamental. En 92, feu François Mitterrand, paix à son âme, avait donné l'ordre d'arrêter le processus démocratique. Pas le feu vert, hein, l'ordre. L'ordre. Il a intimé l'ordre d'arrêter le processus démocratique. Nous avons l'habitude, nous militants humanistes, de dire que les héros de la guerre de libération nationale ont réussi à libérer le pays, mais pas le peuple. Pourquoi pas le peuple? Parce que les injonctions de l'ancien colonisateur dans la politique intérieure sont une réalité et non pas une vue d'esprit. Certaines prises de décision ont été prises dans d'autres capitales avant qu'elles soient juste entérinées dans le pays. Aujourd'hui... Dans d'autres capitales, vous voulez dire pas seulement la France, ça veut dire d'autres pays aussi, des puissances exceptionnellement, mais exceptionnellement la France, ont été prises dans d'autres capitales avant qu'elles soient entérinées, acceptées, validées, contraintes d'accepter en Algérie. Aujourd'hui, si on prend la diplomatie algérienne, c'est une diplomatie de sous-traitance. C'est une diplomatie de faire valoir. Elle n'a aucun mot sur l'échiquier international. On lui donne des missions, on lui sous-traite des missions et elle accepte. J'ose espérer que cette presse participe à l'émergence de la conscience citoyenne. J'ose espérer que cette presse prend le parti de la déontologie et de l'éthique. J'ose espérer que cette presse accompagne cette jeunesse dans son sursaut de libération. J'ose espérer que cette presse, enfin, joue son véritable rôle, qui est de ne pas s'immiscer, de ne pas être un vecteur de la consécration des relations gagnant-perdant, c'est-à-dire un pays qui est gagnant, qui est la France, un pays qui est perdant, qui est l'Algérie. J'ose espérer que ce visa vers la conscience est pris réellement
par non seulement cette presse, mais aussi par la classe politique. J'ose espérer aussi de voir non seulement la presse, non seulement la classe politique, mais de voir le peuple français enfin se réveiller et de se dire effectivement, si de l'autre côté, il y a la digue qui saute, que deviendra la jeunesse algérienne? Que deviendra le territoire français? Le territoire français va être assailli par des millions d'Algériens. Et ça, c'est une réalité. Et peut-être, c'est ça qui commence à leur faire prendre conscience. Peut-être c'est cette peur, parce qu'on sait que dans le monde où on vit, le chacun pour soi, dans l'égoïsme et l'égocentrisme, chacun pense à son petit espace, à son petit territoire. À ce niveau-là, justement, ce n'est pas cette menace qui leur fait prendre conscience, mais j'ai envie de croire à ce sursaut humaniste des peuples du monde, à ce sursaut humaniste des citoyens là où on se trouve, et parmi eux justement cette corporation qui doit faire fonctionner la plume dans le sens d'arroser les printemps, dans le sens d'arroser des roses, dans le sens d'arroser de l'espoir et de l'espérance. Merci Saïd Aknin, merci Nordine Bahbouh, merci Farhat Aïtali. Je rappelle que la presse française s'intéresse de plus en plus à la réalité algérienne, qu'elle traite de sujets tabous jusque-là, comme celui de la santé du président Bouteflika, comme celui des Harraga, comme celui de Saïd Bouteflika et des cercles occultes qui sont autour du premier noyau. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Khawala khair, salama.